Bonjour et bienvenue à ce tout premier épisode de la saison 2 du balado Femmes de terre, Femmes de tête. Je suis Catherine Rousseau. Et je suis Sandrine Demers. Et nous serons vos animatrices. Femmes de terre, Femmes de tête est présentée par les agricultrices du Québec, le réseau de référence pour le succès des agricultrices et d'une agriculture durable. Elle est également la seule organisation agricole du Québec dédiée exclusivement aux femmes du secteur agricole. Ce balado est rendu possible grâce à Femmes et Égalité des genres Canada. Nous tenons également à remercier notre espace de coworking pour cette saison 2 de nous recevoir durant tous les épisodes. Oui, parce que nouveauté cette saison, bien, comme vous pouvez voir, on est filmé. Donc, merci beaucoup à l'espace coworking Rive-Sud de nous prêter cette belle salle que vous verrez tout au long de la saison. Mais cet épisode, c'est spécial, par contre. Oui, parce qu'on a tourné ça en direct du Salon de l'agriculture durant le mois de janvier. Donc, on a, durant cet épisode consacré sur la gestion des réseaux sociaux et des communications, on a reçu deux sommités du milieu. Donc, une créatrice de contenu, Mylène Bégin, que vous avez déjà connue sur les réseaux sociaux, donc Mummy and Princey, sur TikTok et sur Instagram. Puis, on a reçu également Safia Barou, qui est propriétaire de La Grappe, qui est une agence marketing agricole et qui est également propriétaire d'Augite des Oies. Donc, deux femmes avec un gros background. Oui, exactement. Un beau background. Deux femmes de terre, de tête. Donc, ça a été vraiment une conversation tellement enrichissante. Fait que... Oui, ça a été un super beau moment. Merci d'ailleurs au Salon de l'agriculture de nous avoir offert cette opportunité-là. Ça a été vraiment un plaisir d'enregistrer ça devant le public. Bien, puis il y a eu du monde. Là. Oui, j'ai été vraiment... Il n'y avait pas juste le père de Sandrine. Oui, en fait, il n'était même pas là. Non, c'est ça. Mais oui, donc on vous laisse aller écouter cet épisode-là. Puis sinon, c'est ce qui commence la deuxième saison. Cette saison-ci va porter un petit peu plus sur l'entrepreneuriat dans le monde agricole, donc l'entrepreneuriat féminin. Mais ça va quand même garder sa saveur condition féminine qui est propre aux agricultrices du Québec. On prévoit avoir 10 épisodes. Oui, exact. Donc, 10 épisodes sur des thématiques différentes en lien avec l'entrepreneuriat. Donc, on espère que vous serez au rendez-vous comme vous l'avez été pour la première saison. Fait que, moi, j'ai déjà hâte de tourner tous ces épisodes-là, puis d'avoir déjà vos commentaires puis vos feedbacks. Donc, sans plus tarder, bonne écoute! Puis, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Bien, merci beaucoup, les filles, d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être ici aujourd'hui. Avant de commencer à parler des réseaux sociaux, des communications, pouvez-vous vous présenter un petit peu plus à tour de rôle? Vas-y. C'est bon, parfait. Bon, et puis, Mylène Bégin, je suis une productrice laitière de l'Abitibi. On a au total 130 animaux, 700 acres de terre, puis on est aussi dans le déneigement. On a 150 cours dans le déneigement. Je suis la 4e génération de l'entreprise familiale et dont la première femme dans la lignée à en être propriétaire. Moi, c'est ça. Dans le fond, j'ai fondé en 2019 l'agence Virtual à la base, qui aujourd'hui se transforme pour devenir un collectif qu'on a appelé La Grappe. C'est spécialisé dans l'agroalimentaire, dans l'agriculture. C'est vraiment la niche, là. On fait que ça. C'est venu vraiment d'une passion aussi de promouvoir l'agriculture au Québec, qui, je pense, est vraiment spéciale, différente, innovante. Il y a vraiment des belles histoires. Puis c'était vraiment de pouvoir aussi permettre à ces producteurs-là et à ces transformateurs-là de se faire connaître par le marketing, évidemment, qui est très important pour faire connaître une entreprise. Et il y a 1 an et demi environ, là, j'ai fait l'acquisition d'Augite des Oies, une ferme d'oies qui est située à Roxton Falls. Donc, je suis maintenant, j'ai les 2 chapeaux là, pour encore mieux connaître le milieu. Cool. Fait qu'on est bien accompagnés aujourd'hui. Très bien, tu l'as dit, 2 grandes pointures. Bien, pour commencer, en quoi c'est bénéfique pour une entreprise agricole d'être présente sur les réseaux sociaux? Pour plein de raisons. Là, je pense que c'est un canal d'acquisition qui n'est pas à négliger. De plus en plus, les budgets marketing
ont une grande place pour les réseaux sociaux. Là, je pense qu'il y a une étude récemment qui est sortie qu'en 2025, ça allait être près du quart du budget marketing qui allait être associé aux réseaux sociaux. Puis pourquoi? Ben, c'est parce que c'est vraiment très... C'est comme avant, tu sais, quand on parlait de vendre, de faire connaître son entreprise, on envoyait quelqu'un sur la route, cogner aux portes, serrer des mains, distribuer des pamphlets. Mais là, sur les réseaux sociaux, c'est une manière de faire ça quasiment 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et surtout de savoir aussi les pamphlets qu'on a distribués, les choses qu'on communique, est-ce qu'ils ont été vus, est-ce qu'ils ont été lus, par qui, comment, puis ça nous permet d'ajuster aussi en cours de route. Fait que je pense que c'est une méthode qui est très, très efficace et très... qui a fait ses preuves là, au niveau des retours sur l'investissement. Est-ce que, justement, avec ton entreprise en agrotourisme, tu as vu des retombées, toi, en utilisant les réseaux sociaux? 100%. Je pense que la majorité des gens qui viennent dans nos événements, qui ont réservé nos tables champêtres, quand on leur demande de où, puis parce qu'on voit aussi, tu sais, ce qui est le fun avec le en ligne, c'est qu'on voit quand il y a une réservation, elle vient de où, là, la plupart du temps, ou dans les publicités aussi, on voit la conversion. Mais même quand on demande aux gens où est-ce qu'ils ont entendu parler de nous ou quoi, c'est souvent sur les réseaux sociaux. Nous, c'est Facebook qui marche le mieux, juste parce que notre clientèle est peut-être un peu plus âgée, c'est quand même des produits prestige, fait que c'est une clientèle qui est plus aisée, plus âgée. Mais on l'entend tout le temps, là, qui nous disent « Ah, je vous ai vu sur Facebook. » C'est cool. Ben maintenant, on peut juste nommer ceux qui sont pas sur les réseaux sociaux, dans le sens que maintenant, presque tout le monde est sur Facebook, au moins, ou un réseau social. Là, fait que... Ben oui, puis on peut penser tous à nos manières de connaître des choses. Mais souvent, c'est soit quelqu'un qui t'en a parlé, ou soit parce que tu l'as vu passer quelque part, ou parce que quelqu'un t'a transféré quelque chose, ou t'a tagué sur... Tu sais, veux pas, c'est sûr que c'est dans la manière qu'on recherche. Même quand t'entends quelque chose, tu vas le mettre dans Google, tu vas aller voir Facebook, tu vas aller voir Instagram. Là, fait que c'est sûr que c'est pas à négliger. Puis c'est le fun quand c'est à jour aussi, parce que souvent, tu veux pas envoyer ce message-là, mais quand il y a plus quand ça fait 2 ans qu'il y a rien qui a été publié, ou que les gens ils disent ça doit être une entreprise qui est plus en affaires, ou ça doit pas aller si bien que ça. Fait que c'est aussi, il faut faire attention comment on le fait. Mais une fois qu'on le fait, ça envoie beaucoup de messages aux clients potentiels. Là. En effet. Puis on va décrire un peu les trucs pour le faire de bonne manière, justement. Mylène, toi, t'es pas en agrotourisme, mais toi, est-ce que tu as vu des changements justement au niveau plus professionnel, au niveau de ton entreprise, suite à ta présence sur les réseaux sociaux? Les changements professionnels, c'est plus mon côté personnel, on peut dire, pas nécessairement par rapport à l'entreprise. Là. En fait, le fait que moi, la façon dont j'ai commencé à être sur les médias sociaux, c'était plus par rapport au partage de mes voyages. Moi, j'ai voyagé en Alberta, puis je voulais que les gens d'ici voient qu'est-ce qui se faisait comme agriculture là-bas. Et puis, je suis même allée en Australie. Puis, je voulais que les gens voient, c'est complètement différent. Là, c'est un autre monde total. Et puis, je voulais qu'à mon retour, les gens de là-bas voient l'agriculture d'ici. Et puis, au fil du temps, a fini par venir la vague des extrémistes véganistes que j'ai commencé à démystifier certains mythes, certaines idées qu'ils avaient. Et suite à ça est venu des contrats ici et là avec les producteurs de lait du Canada, les Dairy Farmers of Canada, pour qui je tourne des petites capsules vidéo une fois de temps en temps. Et j'ai trouvé un emploi aussi pour un centre de taureaux qui est Blondin Sires. Trop cool. Fait que ça t'a ouvert beaucoup d'opportunités. Oui. Cool. C'est vraiment chouette. Puis, là, on parle des réseaux sociaux en général, mais est-ce que vous pouvez nous dire un peu quel réseau social peut-être privilégié? Parce que là, il y en a beaucoup. Ouais. On a une belle palette là, devant nous. Là, puis des fois, peut-être de donner un peu trop partout, c'est peut-être moins bon. Là. Fait que est-ce que vous avez un réseau social à privilégier? Bien, moi, je trouve que ça dépend vraiment c'est qui le public cible, c'est qui que tu essaies d'atteindre. Là. Moi, je parle plus du côté entreprise, évidemment. Là. Mylène pourra compléter avec le côté peut-être plus création de contenu, là, parce que c'est 2 choses qui sont quand même très différentes. Mais au niveau de l'entreprise, c'est où est-ce que ma clientèle cible, elle se situe. Puis ça, tous les réseaux sociaux ont leur liste de public cible puis de quel genre de personnes. Est-ce que tu peux dire, par exemple, Facebook, c'est quel type de clientèle cible, Instagram? Facebook, ça va être des gens, c'est sûr, plus âgés, là. Ça, c'est sûr. Les jeunes sont absolument pas sur Facebook. Je pense qu'ils savent même pas c'est quoi, Facebook. Ils vont être beaucoup plus sur TikTok et Instagram. Puis les jeunes, on parle de quel âge? Parce que moi, je me sens jeune, mais je suis peut-être pas dans la catégorie jeune. Ben, tu sais, c'est
Je sais pas si c'est un problème, là, mais souvent, ça commence à 12 ans, 10 ans, 11 ans. Je suis pas dans les jeunes. Jusqu'à 30, 35 ans, là, je dirais. Après ça, TikTok est en train de devenir de plus en plus, rejoindre de plus en plus de personnes parce que forcément, les gens, se prennent au jeu puis veulent voir qu'est-ce qui se passe puis en profitent aussi pour monter leur communauté de eux ou de leur entreprise. Mais au final, je pense que c'est pas tant toi, tes intérêts personnels, c'est vraiment juste de regarder qu'est-ce qui fonctionne pour toi aussi. Puis toutes ces plateformes-là ont différents outils au niveau des campagnes publicitaires, au niveau de la conversion, au niveau si c'est plus notoriété. Fait que c'est vraiment juste de faire un genre de plan puis de choisir un petit peu ce qui est mieux pour toi. Puis j'en prioriserais une ou deux versus en avoir 105 puis que les 105 soient un peu, soient délaissés ou pas constants ou, que tu sois pas capable, en fait, de soutenir ce niveau-là. Là. Donc, de voir ma clientèle cible, elle est où, sur quel réseau, puis après ça, d'en choisir deux, puis de se concentrer, dans le fond, sur ces deux-là. Exactement. Pour permettre une constance, un peu. Oui, exact. Ben oui, l'important, c'est vraiment la constance. Là. Je pense que c'est mieux de faire une publication par semaine sur un réseau social versus vouloir en faire 5 sur 5 réseaux sociaux, puis après 3 semaines, plus de nouvelles, puis c'est fini, tu reprends un mois. Parce qu'avec les algorithmes aussi, je pense, c'est ça qui fait que tu n'es plus dans la page d'accueil. Fait que... Exact. Puis dès qu'ils classent ton compte comme mort, même si tu le reprends, là, bonne chance pour te battre contre. T'as des croûtes à manger. Oh oui. Toi, Mylène, tu as privilégié quel réseau? J'ai privilégié vraiment Instagram. Et par la suite est venu TikTok. Mon Facebook, j'essaie de le garder plus pour mes gens proches, ma famille. Il y a des choses que je peux mettre sur mon Facebook que je veux qu'ils rejoignent plus comme ma famille, puis que je ne mettrais pas sur Instagram, par exemple. Et puis, il y en a des fois des gens qui ont beaucoup de succès sur une page Facebook, puis qui viennent m'écrire « Ah, comment qu'on pourrait faire pour avoir du succès sur Instagram? » Mais comme que tu viens de dire, si toi, ton marché, il se retrouve vraiment sur Facebook, continue sur ce média social-là, lance-toi pas partout, comme tu dis. Parce que j'en vois des fois des pages Facebook qui ont peut-être 20 30 000 abonnés sur Facebook. C'est beaucoup, là, sur Facebook, 20 30 000 abonnés. Et puis, ils essaient sur Instagram, puis ils ont comme 800 abonnés. Là. Fait que c'est ça. Si tu as ton marché sur un réseau, lance-toi à 100 sur celui-là. Là, puis tu peux pas créer le même contenu. Tu peux pas offrir le contenu de Facebook et le mettre sur TikTok nécessairement. Il faut l'adapter au public. Là. Puis moi, pourquoi je me suis adaptée à Instagram, c'est que, comme j'expliquais, pour démystifier des mythes, le côté extrémiste véganiste, c'était souvent des images choquantes qui montraient. Donc, moi, j'ai vraiment voulu me concentrer sur « je vais t'accrocher avec une image et une fois que l'image t'aura accroché, tu liras le texte ». Tandis que j'ai l'impression que Facebook, c'est le texte en premier puis les images après. Là. C'est vrai. Puis justement, là, on a parlé de quel média privilégier, mais une fois qu'on a choisi son média, quel contenu on privilégie? Bien, en ce moment, là, je pense que ce qui marche vraiment, c'est la vidéo parce que les algorithmes, c'est ça qu'ils recherchent. Autant Instagram veut devenir TikTok, fait que forcément, il va pousser les comptes qui postent le plus de vidéos. Puis deuxièmement, je dirais que les contenus humains, c'est ce qui... Tu sais, on est des humains, on veut connecter avec des humains, là. Fait que souvent, les publications que nous, on remarque qui marchent le mieux, c'est quand il y a un visage dedans. Juste des textes écrits ou des photos de paysage, ça a ses limites parce que tu n'as pas l'impression que tu connectes avec une vraie personne là, derrière l'entreprise. Donc, même si c'est une entreprise, toi, tu suggères, mettez les employés, mettez un visage, mettez les gens de l'avant. Vraiment, vraiment. Là, on est au salon de l'agriculture. J'ai des clients qui, après ça, vont mettre des photos de leur kiosque vide en mode « c'était super le fun ». C'est bien, parce que ça dit aux gens que vous étiez là, mais concrètement, il n'y aura pas beaucoup d'engagement versus l'équipe qui est là, puis qui montre c'est qui était sur place ou c'est qui va être sur place. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup plus d'engagement dans ce genre de contenu-là. Donc, l'idéal, c'est une vidéo avec des gens dedans. Puis, j'imagine que ça n'a pas nécessairement besoin d'être des gens puis de parler de notre personnel. T'sais, on peut quand même être une entreprise, mettre des gens, mais sans... que les gens devant soient personnels. Exact. Puis je pense que c'est sûr que c'est un peu
tricky, si je peux utiliser l'anglicisme, là, dans une entreprise, parce qu'on veut pas mettre de l'avant seulement une ou deux personnes qui sont des employés, qui peuvent partir à tout moment. Souvent, les fondateurs, les gens qui sont actionnaires veulent pas non plus tout le temps être mis de l'avant. Donc, dans ces contextes-là, c'est juste de varier le plus possible. Un humain reste un humain. Fait que tu peux montrer ton équipe technique en train d'être en train de faire une réparation sur un équipement agricole sur une ferme. Après ça, tu peux montrer ta gang de RH qui sont en train de faire une rencontre. Tu peux montrer... Il y a tellement de choses, il y a tellement d'humains, en fait, dans une entreprise. Et que ça, là, c'est des relations humaines. On parle maintenant de capital humain, là, quand on parle d'entreprise au lieu de capital action auparavant. Fait que, tout ces humains-là, en fait, c'est ce qui fait l'entreprise. C'est juste ça qu'il faut mettre de l'avant, je pense. C'est là où les gens vont connecter parce qu'ils se sentent concernés, parce que on a des points en commun, parce que c'est le fun, parce que c'est comme ça que je pense que l'humain, de manière générale, interagit. Là, c'est avec d'autres humains. C'est de trouver une stratégie de promouvoir ton entreprise, tes produits, ce que tu fais, mais en ayant un côté humain dans le fond. Exact. Par les personnes, en fait, qui sont derrière les produits, derrière l'entreprise, derrière tout ce qu'il fait. Puis, tu sais, c'est pas obligé d'être 100% du temps, mais je pense qu'il faut s'en rapprocher le plus possible. Puis, c'est ce qui fonctionne bien, autant en notoriété, conversion que tout ça, là, que toutes les autres. Moi, un point que je voulais apporter, parce que toi, oui, tu fais des marchés, tu fais du marketing, tu vends des produits. Moi, je ne vends pas de produits. Mais moi, c'est le contraire. Je veux essayer d'amener les gens... Excusez. J'ai essayé d'amener les gens à penser qu'ils me connaissent. Vraiment dans mon personnel, dans ma vie de tous les jours, parce que je veux à quel point je veux démystifier certains mythes. Je veux qu'ils voient tellement mon côté un peu... livre ouvert, puis qui a l'impression tellement de me connaître qu'ils se disent « Ah, elle n'a rien à cacher. » Mais c'est vrai que j'ai rien à cacher. Mais je veux dire, je veux que les gens, ça soit comme ça qui m'associent. C'est comme « OK, elle va jusqu'à parler quand même d'assez profond de sa vie personnelle. » Ben, tu sais, son quotidien à la ferme, elle a vraiment rien à cacher. Là. Puis aussi, je trouve que on va peut-être donner plus de crédibilité à cette personne-là qu'on pense comme un ami un peu. Là. Moi, exact. J'ai l'impression que moi, quand je suis des gens sur les réseaux sociaux, là, j'ai l'impression, surtout dans les stories, que c'est mes bonnes chums, mais eux, ils savent pas encore. Mais non, c'est ça. Fait que tu as l'impression vraiment, fait que peut-être que justement, quand tu fais de la sensibilisation, ben là, tu as plus l'impression d'être comme connecté à la personne puis d'y accorder de la crédibilité. Exactement. C'est ce qu'il faut, je pense, parce qu'au final, on n'aime pas le terme influenceur, là, parce que je pense qu'il y a beaucoup plus à ça que ça, mais ça reste que tu deviens une personne d'opinion que les gens ont envie de suivre pour en apprendre, pour avoir différentes... Justement, là, se faire une tête sur certains sujets et tout. Là, donc, ils veulent vraiment connecter avec toi au-delà. C'est comme si tu donnais des conférences où tu allais faire des ateliers, là, mais que tu peux faire à distance au-delà de ça. Là. Mais je trouve ça vraiment intéressant la nuance qu'il y a entre la création de contenu en tant que personne et des entreprises qui voudraient se mettre de l'avant aussi. Là. C'est vraiment... C'est deux choses complètement différentes. Là. Ben, je trouve ça vraiment mais ce qui relie, c'est qu'on veut vraiment connecter avec la personne qui nous suit. Exact, ouais, vraiment. C'est par l'humain la meilleure manière de faire ça. Il y a comme deux manières de faire les choses aussi. Là. Moi, je suis beaucoup sur TikTok, puis il y a beaucoup des entreprises que soit c'est le créateur, justement, le propriétaire, qui parle beaucoup de sa vie personnelle aussi. Fait que là, tu t'attaches au propriétaire, puis là, tu as le goût d'acheter des choses de chez eux. Ou il y en a qui montrent plus des behind the scenes de l'entreprise en général. Fait que il y a plusieurs manières de faire. C'est une question personnelle aussi. Il y a des propriétaires qui sont pas à l'aise d'être devant la caméra, puis sont pas bons, puis c'est vraiment correct. Il y en a qui ils ont envie, ils aiment ça, puis ça marche super bien, tant mieux. Je pense que tu arrives aussi dans des entreprises à plus grosse échelle que là, le propriétaire, il est pas dispo pour faire ça, puis qu'il y a une équipe de marketing, puis il a aucune idée quasiment de ce qui est publié sur ses réseaux sociaux, puis c'est vraiment correct. Fait que selon la situation aussi, mais t'adaptes un peu aussi la stratégie marketing à ça. Ouais. C'est ça, c'est que ça dépend de la stratégie que tu veux avoir. Puis du temps que tu as, puis de tes ressources, puis de plein de... Justement, tu dis ça dépend du temps que tu as, mais moi, ma prochaine question, c'est combien de fois par semaine je dois publier sur les réseaux sociaux pour justement rester dans les bonnes grâces de l'algorithme? Bien, moi, je verrais ça à l'envers. C'est plus combien de temps tu as. Et après ça, on fera un plan selon le temps que tu as. Parce que si t'as pas le temps, t'as pas le temps. Puis même si tu dis je vais prendre le temps, tu le prendras pas le temps. C'est ça, ça arrive. Puis c'est là où c'est encore pire. Ce qui va arriver, c'est que tu vas commencer en force. Puis finalement, ben ça donnera rien ou tu vas diminuer. Puis là, l'algorithme aimera pas ça. Fait que t'es mieux de construire ça graduellement.
graduellement, quitte à faire un post par semaine. Après ça, dans 6 mois, commencer à en faire 2, mais de toujours garder cette constance-là. Je compare tout ça un peu comme aller au gym. Là. Si tu y vas, tu pars en force, résolution, janvier, je vais y aller 5 jours semaine, bien, les chances sont qu'après un mois ou 2... un mois ou 2, Ouais. après une semaine, tu l'as. Ben, c'est ça, versus y aller une fois par semaine, toutes les semaines, pendant les 52 semaines de l'année, quitte après ça, continuer à grandir. Évidemment, l'idéal, c'est d'aller au gym 3 fois semaine pendant 52 semaines. Mais pour ça, il faut que tu te rendes là, puis il faut faire le temps, puis c'est pas... faut être réaliste, là, dans le fond. Fait que je dirais plus constance que quantité. Mais j'aime aussi que tu dises, sois honnête envers toi-même. Tu sais, si t'aimes pas ça, ben sache-le parce que tu vas te lancer à fond, puis après, justement, quelques temps, tu vas décrocher. Ben c'est ça, puis tu sais, c'est le pire message à envoyer, je pense, à ta clientèle que, t'étais super là, puis finalement, du jour au lendemain, t'es plus là du tout. Tu sais, veux pas inconsciemment, c'est qu'il y a quelque chose qui est dans le négatif, pas dans le positif, là, dans ta vie. Fait que, ça, Autant pour ma part, je sais quelqu'un que j'étais vraiment plus dans la vague médiatique des entrevues radio, puis CBC, puis LCN. Ouais, c'est ça. Je voulais tellement comme garder l'attention des gens. Je me disais, une entrevue radio, je vais faire une publication. Tu veux pas une entrevue radio, passer dans un certain média, ça t'amène des abonnés. Fait que moi, j'essayais d'être vraiment assidue. Je me disais, bon, OK, aux 4 jours. Des fois, je pouvais préparer mes choses d'avance. Des fois, c'était vraiment sur le coup, mais j'essayais, je me disais, OK, aux 4 jours, je vais essayer de faire une publication. Une entrevue radio, une publication. C'était... Ouais. C'est vraiment important parce qu'il y a tellement de contenu sur les réseaux sociaux que si les gens qui te suivent te voient plus, ils vont accrocher avec quelqu'un d'autre. Exactement. Tu vas revenir, c'est comme, j'ai mieux maintenant. Ouais, c'est ça, exact. Mais justement, tu sais, toi, Mylène, clairement, t'aimes ça, être sur les réseaux sociaux, t'aimes ça, faire de la création de contenu, mais tu mets combien d'heures par semaine à faire ta création de contenu? Par semaine, c'est... Ou par mois, là, si c'est plus simple pour toi. On peut dire que ça l'a changé un peu avec Il y a un avant et après bébé. Totalement. Mes priorités sont vraiment rendues ailleurs. Je peux comprendre. C'est ça. On peut dire qu'avant bébé, là, c'était un bon 3 heures par jour. Là. Puis c'était vraiment le temps de... J'allais fouiller dans mes DMs, les gens qui avaient des questions, puis je prenais le temps à répondre un à un, plus une publication au travers. Là. C'était un bon 3 heures par jour avant. Là. Maintenant, ça l'a ralenti. Là, Maintenant, c'est 3 heures par 2 semaines. peut-être pas vrai ça, je fais des blagues. Mais elle amène aussi un bon point, c'est de fouiller puis de rechercher. Je pense qu'au-delà de la quantité, c'est aussi la qualité. Là. Je pense qu'il faut vraiment amener de la valeur aux gens puis de poster comme ton déjeuner tous les matins alors que t'es pas nutritionniste ou que c'est pas ça ta page. Au final, les gens décrochent plus facilement parce qu'ils sont pas là pour ça. Puis si tu leur apportes pas grand-chose à part des idées de recettes. Si tu déjeunes juste du gruau. Ouais, c'est ça, exact. Ça, c'est d'avoir une certaine ligne éditoriale. C'est comme ça que je pourrais appeler ça, dans le fond. Quand tu lances tes réseaux, c'est de te dire, OK, moi, qu'est-ce que je veux publier? Quel type, justement, de message je veux passer? Tu sais, Mylène, tu veux beaucoup démystifier, tu veux éduquer. Fait que toi, c'est ça ta ligne. Donc, de se choisir une ligne va aider... Mais vraiment, puis je pense qu'il faut le voir comme un projet en soi. Tu sais, c'est pas juste comme, c'est le fun, je vais faire... Tu sais, elle a dit, elle met 3 heures par jour. Quand même, c'est énorme, là, c'est une job en tant que telle. C'est pas juste comme, quand elle a du temps, elle fait un petit post. On sous-estime souvent le temps que ça prend. Tu sais... Puis l'expertise aussi, là, c'est pas juste comme n'importe qui commence à faire des photos ou des vidéos puis que ça va marcher du jour au lendemain, là, parce qu'il y a une expertise derrière ça. Tout le monde peut le faire, mais pas tout le monde peut le faire bien non plus. C'est ça, exact. Puis il faut considérer ça comme un travail sérieux, au même type que n'importe quel autre travail dans ta journée à la ferme, mais tu as ton 3 heures de réseaux sociaux parce que tu veux investir là-dedans puis tu veux mettre du temps là-dedans. Là. C'est pas pour rien que les entreprises commencent à engager des gens que pour ça aussi. C'est ça. C'est vraiment pour ça que je pense que le terme influenceur a été un peu mis de côté parce que c'était comme c'est facile, puis ils vont juste en voyage prendre des photos. Mais dans le terme création de contenu, ce que je trouve qui est beaucoup plus approprié, c'est que c'est ta job de créer du contenu X nombre de fois semaine, puis tu y accordes un certain temps, une recherche, une réflexion, qu'est-ce qu'ils vont aimer, quoi les questions qu'il y a. Puis c'est là où des comptes comme le tien marchent super bien parce que tu fais vraiment ce travail-là pour vrai. Justement, Mylène, c'est faire une vidéo, mettons, je sais pas moi, une vidéo de 30 à 45 secondes peut te prendre combien de temps à faire?
Souvent, j'essaie que ce soit des one take. Là. J'aime pas. On dirait que si c'est pas sur le moment, je trouve que ça fait pas assez naturel. Puis comme j'expliquais tantôt, je veux vraiment que les gens aient l'impression de me connaître. Puis si ça fait pas naturel, je le sens. J'aime mieux comme pas le faire. Là. Fait que c'est ça. Moi, j'aime mieux que ce soit des one take. Sinon, maximum 3 fois. Là. Sinon, c'est sûr que j'abandonne. Là. Moi, j'ai vraiment comme dans la tête, fais le bien ou fais le pas. Là. Fait que c'est ça. Je veux vraiment que mon côté un peu. Moi, je pense que je suis comme ça, là, un peu bubbly puis comme naturel. Là. Mais quand ça fait 3 fois que tu le reprends, t'es comme... T'es plus rendu naturel. Non, Mais je pense que les gens le sentent aussi beaucoup dans tes réseaux sociaux, puis ce qui fait que justement les gens ont un sentiment d'appartenance. Puis là, par curiosité aussi pour les gens qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous dire un peu combien d'abonnés que tu as sur les Instagram et sur TikTok pour nous donner un petit approximatif? J'ai un peu plus de 30 000 abonnés sur Instagram. Puis TikTok, il faudrait que je m'y remette. Là. On parlait tantôt, tu essaies de te toucher partout, t'en abandonnes. Là. Il faudrait que je me remette à TikTok. Là. Mais j'ai 69 000 abonnés sur TikTok. Ouais. C'est surprenant, comme sur TikTok, il y a beaucoup d'abonnés qui grimpent facilement aussi. Oui, là. oui. C'est vraiment chouette. Puis j'ai une question aussi, peut-être plus au niveau de l'organisation, pour quelqu'un qui souhaite comme... s'améliorer dans ses réseaux sociaux. Est-ce que vous êtes plus à vous donner, c'est plus spontané ou vous réservez du temps dans votre semaine pour les réseaux sociaux? Est-ce que c'est mieux de se le mettre dans son calendrier comme 3 heures là pour faire le contenu ou c'est vraiment plus on the spot? Ça dépend. Là. Moi, si c'est personnel, c'est vraiment, comme j'ai dit, là, c'est un one take sur le moment présent. C'est sûr que si c'est pour les Dairy Farmers of Canada, quand tu me demandais là, une vidéo de 30-45 secondes, là, la dernière que j'ai tournée, ça m'a pris 3 heures. Okay. Fait que c'est sûr que là, quand c'est plus professionnel avec un collaborateur, j'essaie de me booker dans mon horaire telle journée. Ça, quand c'est un contrat, tu y mets plus de réflexion, de temps pour développer ta stratégie pour ta vidéo, mais quand c'est plus personnel, il t'arrive ça en ce moment, puis tu vas le partager à ton public. J'y vais beaucoup par l'émotion. Hein. Ça rentre dans le bubbly. Exact, mais quand j'écris un texte, je rentre beaucoup, c'est ça, dans mon personnel puis dans l'émotion. Fait que c'est sûr que quand c'est une publication plus du côté personnel, que c'est pas un contrat, c'est tout de suite. C'est comment je me sens maintenant. Ouais. C'est bon. Puis aussi, pour les statistiques, quelqu'un qui commence sur les réseaux sociaux, les statistiques, des fois, on peut se perdre aussi à savoir, ça peut tout dire comme ça peut rien dire en regardant ça. Qu'est-ce qui, particulièrement, Safia, est-ce que tu as des suggestions de peut-être 3 statistiques qu'on regarde qui seraient à privilégier à regarder? Oui, je pense que les impressions, c'est, selon moi, celle qui est le plus importante. Ça, c'est le nombre de personnes qui ont vu ta publication. Parce que ça donne beaucoup d'indicateurs. Mettons que tu fais un événement, tu as 100 000 personnes qui ont vu l'événement, mais tu as 0 personnes qui ont acheté un billet ou qui se sont engagées à y aller. Tu peux te poser plein d'autres questions. Parce que 100 000 personnes, c'est énorme. Fait que est-ce que mon événement, il est mal communiqué, c'est pas clair, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a un besoin pour cet événement-là ou pas? C'est qui ces 100 000 personnes-là qui m'ont vu? Est-ce que parce que c'est vraiment pas le bon genre de personne? Fait que ça, je trouve que c'est quelque chose qui te fait réfléchir et qui te fait aussi peaufiner peut-être ta stratégie en ce sens. Celle que j'aime moins, c'est les j'aime puis les abonnés, parce que je trouve que en 2024, c'est vraiment facile de faire un concours, d'aller chercher 5 000 abonnés d'un coup avec un concours d'un iPad alors que tu vends des tracteurs. Puis au final, tu as juste plein de gens qui s'en foutent complètement de ce que tu fais vraiment. Puis tu as l'impression que tu as plein d'abonnés puis que tu as plein de monde qui te suivent. Puis après ça, tu comprends pas pourquoi il y a personne qui voit tes posts, il y a personne qui partage, il y a personne qui commente. Mais tu as juste peut-être pas un réseau assez... une communauté, en fait, qui est pertinente pour ce que tu fais. Fait que je préfère en avoir moins, mais d'être sûr que ces personnes-là... Mettons, t'en as 200 followers, mais que ces 200-là like, commentent, partagent, bien, ça a beaucoup plus de valeur que d'en avoir 5000, mais qu'ils s'en foutent un petit peu de ce que tu fais. Puis je pense qu'il y a beaucoup aussi de gens, de plus en plus, il y a tellement de contenu sur les réseaux sociaux que tu deviens un peu passif. Tu regardes plein de choses, mais tu likes pas forcément ce que tu vois parce que tu scrolls. Fait que l'impression vient un petit peu plus précisément là-dedans. Puis des fois, je trouve que la meilleure manière de se questionner sur quoi créer, c'est de se mettre comme
observateur aussi. Tu sais, toi, qu'est-ce que tu regardes? Tu sais, j'avais une de mes amies qui me disait, ah, tu sais, ça fonctionne pas, mes choses, parce que j'ai pas beaucoup de j'aime. Mais je dis, toi, c'est quand la dernière fois que tu as liké un C'est post ça, sur Instagram? exact. Qu'est-ce que toi, moi, je regarde tout le temps juste les stories, pas mal. Fait que, tu sais, les photos, c'est peut-être des fois un petit peu moins ça qu'on regarde le Exact. feed, là. Puis c'est que les choses changent aussi tellement rapidement. Là, comme nous, je veux dire, dans l'équipe que j'ai, là, on passe des heures et des heures chaque semaine à juste voir les nouveautés des algorithmes puis essayer de comprendre ils poussent quoi cette semaine. Là, fait que c'est vraiment quelque chose dans le contenu. Fait que tu peux faire quelque chose là, pendant 6 mois, ça marchait super bien. Puis là, du jour au lendemain, tu comprends pas pourquoi. Il y a personne qui l'a vu, il y a personne qui a réagi. Ben là, c'est parce que le nouvel algorithme, il faut que tu aies un commentaire de 6 mots, puis c'est ces publications-là qui va pousser plus. Là, fait que c'est vraiment aussi une expertise qui grandit en continu, là, dans le fond. De pas se décourager non plus. Non. Puis d'essayer des choses qui sont pas forcément les choses que toi... Tu sais, dans le sens où ton public cible est ton public cible, mais si toi, mettons, tu fais une publication, tu dirais, wow, c'est tellement beau, je le mettrais dans ma chambre, mais ça veut pas dire que c'est ça qui va fonctionner parce que c'est peut-être vraiment pas ça que les gens à qui tu parles ont envie de voir ou envie d'écouter ou leur goût à eux. Là. On dit que tous les goûts sont dans la nature, fait que c'est juste de trouver les goûts à ton public en te détachant un petit peu de toi, qu'est-ce que tu aimes. Là. Puis là, encore là, je parle des grosses entreprises, des entreprises plus que le fondateur a pas forcément les mêmes goûts que, ou l'équipe marketing a pas forcément les mêmes goûts que le public cible. Je pense que dans ton contexte, c'est sûr que tu vas plus communiquer ce que toi t'aimes, ce que tu vis et tout ça, puis c'est vraiment normal, mais tu vas attirer des gens comme toi ou en tout cas qui veulent suivre ce que toi tu fais. Là. Exact. Moi, c'est ça, j'y suis un peu plus du côté comme lifestyle. Ouais, c'est ça. Exact. Puis c'est vraiment correct parce que les gens vont s'identifier à ce que tu fais parce qu'ils font un peu peut-être la même chose ou ont envie de faire la même chose. Ou, c'est ça. C'est deux, je répète, là, mais juste parce que c'est deux situations complètement différentes. Là. Mais c'est ça qui est intéressant de vous avoir les deux Oui, aujourd'hui vraiment. parce qu'on peut voir les deux côtés. Donc, tu sais, les gens qui nous écoutent, dépendamment de ce qu'eux, ils ont envie de faire avec leurs réseaux sociaux, ben, ils ont les deux exemples. Fait que c'est super intéressant. Vraiment. Puis toi, Mylène, est-ce que tu regardes un peu les statistiques ou c'est vraiment Plus ou moins. Là, je suis vraiment plus go with the flow. Puis tu sais, c'est quand même quelque chose sur lequel on a le contrôle, mais pas tant les réseaux sociaux non plus, parce que, comme tu disais, Safia, des fois, tu peux donner à fond dans une publication, puis que pas beaucoup d'impressions, puis là, tu as fait quelque chose de même sur le point d'une table, puis ça a comme plein de vues. Fait que, tu sais, des fois, justement, c'est de pas trop se décourager par rapport à ça, puis de pas toujours avoir le contrôle non plus. Non, exact. Puis c'est vraiment juste de persister, puis de continuer, puis de garder cette constance-là. Puis c'est sûr qu'à un moment donné, OK, ça pick up, puis là, ça marche plus, puis ça, tu sais, puis c'est juste d'évoluer aussi avec un peu de lâcher prise quand même, puis se donner le temps aussi. Là. Si tu fais 3 publications cette semaine, c'est sûr que la semaine prochaine, t'es pas rendu à là où Mylène est rendue avec 30 000 followers. Là. Ça prend du temps. Là. Je sais pas quand est-ce que tu as commencé à faire ça, là, mais ça doit pas être il y a quelques années. Non, j'ai commencé en 2015, puis j'ai reçu un super de bon conseil. J'avoue qu'à m'amener, je voyais tellement les abonnés augmenter que il y a un moment que j'ai commencé à me mettre de la pression. Puis j'ai eu une super de bonne amie qui étudie présentement, qui m'a donné un conseil un jour, puis qui m'a dit « Il faut que tu continues à avoir du fun. Si tu C'est un très bon conseil. Être sur les médias sociaux, il faut que tu continues à avoir du fun. Le jour que tu vas commencer à te mettre de la pression, débarque, là, parce que tu n'as pas besoin de ce stress mental-là de plus. Là. Fait que, continue à avoir du plaisir. Puis ça paraît dans le contenu, si la personne a du fun aussi, ça se reflète beaucoup. Là. Ouais. Outre que les réseaux sociaux, est-ce qu'il y a d'autres moyens de communication qui pourraient être intéressants pour une entreprise agricole? Oui, ben moi, personnellement, avec le GIT, ce qui fonctionne très bien aussi, c'est les infolettres. Fait que je sais que vous êtes tous dans la salle et ceux qui nous écoutent sûrement tannés de recevoir 45 000 infolettres dans vos Comment qu'on se désabonne déjà? C'est ça, exact. Mais encore là, je pense que quand tu apportes de la valeur, tu racontes des histoires, tu envoie ça à des gens qui sont consentants à recevoir ça et pas comme prix que si tu veux payer, tu dois donner ton courriel, puis sinon, ben, puis là, tu reçois plein de cochonneries. Là, mais je pense qu'il y a vraiment, vraiment quelque chose, une relation privilégiée avec ces gens-là que tu peux avoir, d'avoir une communication directe, un échange là, vraiment plus long aussi que des réseaux sociaux avec cette communauté-là. Fait qu'elle est dure à bâtir parce qu'avoir une base de gens que tu as leur courriel puis qui veulent recevoir tes choses, c'est plus long, puis ça prend
plus de stratégie, parce que d'aller acheter des banques de données, un, c'est rendu illégal, mais deux, ça marche. La moitié des gens vont faire comme tout le monde ici, les ignorer, les supprimer, puis être frustrés de les recevoir. Là. Mais je pense que quand tu bâtis ce réseau-là, mais ça te permet vraiment de raconter des histoires puis de connecter avec des gens sur un format qui est plus long puis qui est direct. Là. C'est dans tes boîtes courriel, tu commences peut-être ton matin avec ça. C'est plus peut-être intime. de gagner la confiance de ces gens-là, mais une fois que tu l'as, c'est du solide. Peux-tu donner un exemple concret, toi, parce que tu dis qu'avec le gîte, l'infolette fonctionne vraiment bien. Qu'est-ce que tu mets comme contenu exactement dans on raconte comme, mettons là, c'était l'hiver, on a fait une infolette pour dire aux gens qu'on a rentré les oiseaux, on a mis des photos de comment ils sont l'hiver, on a parlé un petit peu de qu'est-ce qu'on fait dans le temps des fêtes, on a mis quelques recettes d'oies entières, par exemple. Fait que c'est vraiment d'apporter comme de la valeur à la clientèle qui, de base, sont dans ma liste d'envoi parce qu'ils ont acheté un produit, parce qu'ils sont venus au marché, parce qu'on a échangé, puis parce qu'ils ont dit oui, envoie-moi, je veux savoir qu'est-ce que tu fais. Ils sont venus nous visiter. Puis souvent, à ma plus grande surprise, ils me répondent à l'infolette, là, comme si je leur avais écrit à eux, comme hey, merci, joyeuse fête à toi aussi. Des choses comme. J'ai jamais pensé à répondre à une infolette. Il y en a qui le font. Je vais le faire la prochaine fois. Ou ils me disent comment j'ai partagé à mon monde. Fait que tu sens un petit peu plus que c'est comme si je leur avais écrit un email personnel à chacun pour les tenir au courant. Bien, surtout quand les infolettes sont fréquentes, mais pas trop. Non, 100%, que tu vois, oui. moi, il y a certaines entreprises que je vois plus dans mes courriels, puis que je fais, celle-là, je sais que c'est pertinent, eux, fait que c'est de créer un... C'est vraiment, je pense, la pertinence, là, parce que oui, la fréquence joue beaucoup, mais mettons, toi, tu es une scientifique, tu veux recevoir des infolettes scientifiques pour savoir qu'est-ce qui se passe, le plus tu en reçois, le mieux c'est, Fait que c'est vraiment par rapport à la valeur qui est ajoutée, puis il faut peut-être quelque chose à dire, là. Fait que c'est sûr que moi, sur une ferme d'oies, j'ai pas quelque chose à te raconter chaque semaine que tu vas dire, waouh, j'ai hâte à la prochaine, là, mais je pense qu'il y a quand même des moments clés ou des événements qu'on lance. Environ combien d'infolettes que tu envoies? Nous, on en envoie une par mois. OK. C'est souvent associé aux événements qu'il va y avoir ce mois-ci, nouveaux produits, puis des histoires de ferme, où est-ce qu'on en est un peu dans notre saison. On a les bébés qui commencent bientôt. Ça, les gens aiment ça en entendre parler. L'été, un peu de tout. Là. Un mélange histoire et quand même parler de nos produits puis de nos événements. Y a-tu un moment meilleur dans la semaine pour envoyer une infolettre? Oui, ça, c'est... ça dépend du public, j'imagine. Ouais, c'est tout un débat. Là. Je ne sais pas s'il y a une règle officielle, mais moi, ce que j'aime penser, c'est que le vendredi... les gens finissent leur semaine. Encore là, ça dépend à qui t'envoies, parce qu'il y en a qui, justement, ils commencent comme à se poser sur leur iPad puis à commencer à avoir du fun, à lire des trucs qu'ils aiment. Là. Fait que c'est sûr que pour le gîte, par exemple, on l'envoie plus comme fin de la vendredi soir, mettons, ou des fois même le samedi. Mais pour des entreprises qui vendent des choses, d'habitude, je conseille plus lundi ou mardi parce que les gens sont dans leur boîte courriel, ils ont réglé leurs affaires, puis là, ils passent comme point par point leur courriel, puis ils sont peut-être plus enclins à « OK, je vais mettre ça de côté. Ah oui, ça m'intéresse » que le vendredi quand ils ont fini leur semaine et qu'ils pensent à leur week-end. Là. Fait que ça dépend si ton contenu se boit avec un café le lundi matin ou un verre de vin le vendredi soir. Exactement. C'est une très belle image pour résumer ça. Pour ma part, c'est pas dans la semaine, là, mais si j'ai à faire une publication, j'essaye tout le temps de me dire, OK, moi, c'est principalement des producteurs de lait qui me suivent. Donc, j'essaye de me timer... soit à 8 h le matin, je me dis, ils rentrent de l'étable, c'est l'heure du déjeuner. Fait qu'en même temps qu'ils mangent leurs 2 œufs, 2 toasts, ils regardent, ou le midi quand ils rentrent, ou justement l'heure après la traite. Le plus souvent comme 7-8 h le soir. Là. Moi, c'est des heures dans la journée. Oui, ben c'est une bonne... un bon gauge, là, parce que moi, je m'occupe des réseaux sociaux des agricultrices du Québec. Puis, justement, j'essaye d'y aller parce qu'on a beaucoup de productrices laitières. Fait que j'essaye d'y aller dans les traites. Fait que là, je suis quand même rendue bonne à savoir quand. Vers 11 midi, là, habituellement, c'est une bonne heure aussi. Oui, c'est ça, exact. Safia, est-ce que tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce qu'une stratégie de communication aussi pour quelqu'un qui aimerait ça vraiment? Parce qu'on l'a mentionné à quelques reprises depuis qu'on enregistre, mais c'est pas tout le monde que ça dit quelque chose. Oui, puis je vais faire l'annonce avec le plan de communication, stratégie de communication, plan de communication, commercialisation, puis la stratégie marketing, là, parce que c'est toutes des choses qui se ressemblent vraiment beaucoup, mais que souvent, les gens savent pas trop qu'est-ce qui sert à quoi. Là. Fait qu'en gros, le plan de communication, c'est vraiment pour connecter avec une communauté. Fait que tu veux passer des messages, tu veux te faire connaître tes valeurs, tes messages clés, ce genre de choses-là. Tu vas avoir un plan de communication. Le plan de commercialisation va être plus pour des ventes, des revenus, de la conversion. Fait que comment est-ce que je vends quelque chose, que ce soit un service ou un produit? À ce moment-là, ça risque d'être plus un plan de commercialisation. Et évidemment, dans un plan de commercialisation,
commercialisation, il y a aussi une stratégie de communication. Puis la stratégie marketing, c'est ce qui englobe tout ça au final. Là, c'est vraiment tous les aspects de communication, de commercialisation, des ventes, des fois même rentrent dans le marketing parce que tout ça est très, très, très étroitement relié. Là. Je reviens un peu à mon exemple de tantôt. Si tu as une infolette, par exemple, ben là, c'est plus tant mon exemple de tantôt, là, je le tweak un peu, mais tu as une infolette que tu envoies pour, mettons, vendre un certain produit de technologie agricole, par exemple, puis qu'il est ouvert et cliqué par 1000 personnes, mais que tu n'as pas de vente au final, mais là, ça te pose aussi des questions sur ton équipe de vente. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils répondent au téléphone? Est-ce qu'ils ont les bonnes informations? Est-ce qu'on met les bons arguments de vente de l'avant? Fait que les ventes et le marketing, pour moi, sont très, très, très étroitement liés puis donnent autant d'un bord que de l'autre des conseils à un et l'autre. Autant des vendeurs sur la route vont pouvoir dire à l'équipe marketing, quand je dis ça, ça marche vraiment bien, ou ça, c'est notre présentation de vente, comment est-ce qu'on peut l'adapter pour rejoindre plus de personnes? Tu sais, ça va vraiment ensemble, ces deux choses-là. Donc, c'est pour ça que la stratégie marketing englobe d'habitude vraiment... Fait que généralement, une entreprise va faire une stratégie marketing qui va englober toutes les autres. Mais toi, Mylène, j'imagine, tu t'es pas fait une stratégie marketing pour tes réseaux, de plus peut-être été au niveau communication. Exactement. Cool. Exact. Puis, là, tantôt, on parlait de faux pas aussi. Là. Qu'est-ce qu'on doit éviter de faire sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous avez des petits conseils pour nous? Ben, ça revient un peu à ce que je disais tantôt, commencer puis arrêter. Là, je pense que ça, c'est le... On l'aura pas dit assez, je pense. Mais parce que, en fait, il n'y a pas de faux pas dans mon livre à moi, dans les réseaux sociaux, parce que chaque chose que tu fais va te donner plus d'informations sur ce qui marche ou ce qui marche pas. Il n'y a pas de science exacte. Là. Fait que nous, ce qu'on fait, c'est beaucoup des tests AB là, qu'on appelle. Fait qu'on va faire quelque chose, on va faire quelque chose d'équivalent, mais en changeant, mettons, juste le texte. Après ça, juste l'image. Puis on va voir au final qu'est-ce qui répond le mieux. Fait que c'est juste du erreur dans le fond, mais avec une ligne directrice puis la compréhension de la plateforme, ben tu vas pouvoir l'analyser comme il faut, en fait, cette réponse-là. Okay. Mylène, t'as-tu déjà fait un faux pas sur tes réseaux? Dans vraiment le début, là, quand que j'ai commencé à avoir peut-être des messages de haine de la part des extrémistes, mais j'ai fini par comprendre, bien, c'est pas arrivé souvent, mais j'ai fini par comprendre qu'avec ces gens-là, il faut toujours répondre en se disant « Je dois montrer que je suis la plus gentille et la plus intelligente des deux, Fait que j'essaie de répondre le plus diplomate possible avec le plus d'informations qui sont pas capables de réfuter, exemple. Fait que j'essaie toujours de répondre, c'est ça, toujours un... Je peux recevoir des messages vraiment assez vulgaires ou violents, puis je réponds bonjour. À cette réponse, je vous réponds que tant de pourcents. Des fois, c'est des statistiques, c'est prouvé par exemple la médecine vétérinaire de Saint-Hyacinthe. Puis c'est ça. J'essaie de montrer c'est qui le plus intelligent. Puis donc, un faux pas à éviter, c'est d'embarquer dans leur jeu, puis de se mettre à leur hauteur, mais au contraire de rester l'adulte entre les deux. Exactement, c'est le mot que je cherchais. De montrer qu'on est l'adulte entre les deux, parce qu'il répond, toi, mon amant, ça sert absolument à rien. Tu lui amènes rien d'éducatif de plus. Puis tu fais juste l'alimenter au final. Exactement. Puis quel ton on utilise sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'on tutoie? Est-ce qu'on vous voit? Est-ce que j'imagine que ça doit varier encore? Mais, mettons, pour une entreprise, qu'est-ce que tu conseillerais, toi, Safia? Encore là, je reviens au public cible. C'est comme la première chose à faire quand tu fais une stratégie marketing, c'est à qui je parle puis comment je leur parle. T'sais, c'est sûr que si toi, t'es, mettons, je sais pas, la ville de Saint-Hyacinthe, tu vas pas parler aussi friendly qu'une entreprise qui fait des marchés puis qui est proche des gens, puis c'est tout à fait normal. Puis l'inverse serait même peut-être un peu bizarre. Fait que c'est vraiment juste une question de définir c'est à qui que tu parles et comment tu veux leur parler et de quoi tu veux leur parler, en fait. Puis tout le reste va découler de ça, parce que c'est... on dit quand tu parles à tout le monde, tu parles à personne, là. Mais c'est un petit peu ça. C'est plus tu sais à qui tu parles, plus tu vas pouvoir aller de la bonne manière pour approcher ces gens-là. Donc, c'est plus de définir, moi, en tant qu'entreprise, quel ton je veux utiliser avec mon public cible. Exact. Parce que tu peux tutoyer tout en étant respectueux ou ajouter un ton plus friendly aussi. Exact. Le tu, le on, tout ça, ça fait plus proche, forcément. Ça fait moins officiel. Le vous, là, c'est sûr que ça crée une certaine instance qui est différente, mais ça dépend, de justement, là, c'est quoi que tu veux, comment tu veux être perçu aussi. Il y en a que ça fait 50 ans qu'ils vous voient, là, ils veulent se rajeunir un peu, voir un public plus jeune. Bien là, ils se mettent à changer leur stratégie de communication parce qu'ils veulent se rapprocher plus des gens puis s'éloigner du corporatif qui,
avant était tout à fait l'inverse. Plus une entreprise réussissait, plus elle était grosse, distante, vous voyez, puis avait l'air imposante. Aujourd'hui, c'est peut-être pas le cas dans tous les... C'est plus le cas dans tous les cas. Donc, il y en a qui s'adaptent et qui changent en cours de route. C'est vraiment juste selon qu'est-ce que tu veux atteindre. Puis j'imagine que, vu que dans des réseaux plus personnels, j'imagine, Mylène, toi, tu dois y aller au-dessus ou... Bien, si quelqu'un me manque de respect, un commentaire haineux, je vais répondre au vous, parce que je vais montrer que je suis la plus polie des deux. Ma façon diplomate de répondre. Et puis, si c'est quelqu'un vraiment qui me pose une question, ben je vais lui répondre d'une façon comme si on allait prendre un verre ensemble puis qu'on se parlait face à face. Fait que ça va être plus au-dessus. Puis, pour quelqu'un qui dirait, moi, les réseaux sociaux, ça me tente pas de gérer ça. L'algorithme, je le comprends pas. Je vais pas mouiller là-dedans. C'est quoi les options qui s'offrent à nous, un peu comme, tu sais, là, justement, tu es fondatrice de la Grappe. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Oui, bien, le marketing, tu sais, comme je dis tout le temps, tu peux faire ça avec 100 comme tu peux faire ça avec 100 millions de dollars. Là. Il y a comme pas d'entre-deux. Ben, en fait, il y a plein d'entre-deux, mais il y a de tout, surtout. Fait que l'idée, c'est vraiment de plus, c'est quoi votre budget? C'est quoi la proportion pour commencer que vous êtes à l'aise de mettre là-dedans? Puis aussi par rapport au retour que vous attendez. Parce qu'au final, c'est ça. Tu sais, si tu mets 100 000, ça te rapporte 200 000, la plupart des gens vont être très contents. Si tu mets 100 000, ça te rapporte rien pantoute, t'as un problème puis t'aimes pas tant ce que t'es en train de faire. Là. Fait que c'est aussi ça, tu sais, c'est combien on est prêt à mettre, quel temps on a à investir là-dedans. Puis de là, après, il y a plein de solutions là, qu'on peut faire de l'accompagnement personnalisé. Il y en a que, tu sais, souvent, les producteurs qui commencent, ils n'ont pas forcément l'argent, ils ont un peu plus, tu sais, ils n'ont pas tant de temps, mais ils ont du temps quand même, ils veulent le mettre là-dedans. Bien, nous, on accompagne les gens, on fait comme genre de coaching, là, fait que c'est une fois par semaine, une fois par mois, on détermine le rythme, puis après ça, ben mettons, pour les réseaux sociaux, on aide à monter un calendrier de publication. La personne va faire son vidéo elle-même, nous l'envoyer, on donne des petits conseils par rapport à ça. Fait que ça, c'est une manière qui est beaucoup plus économique, en fait, d'avoir accès à l'expertise sans devoir mettre des sommes astronomiques là-dedans. Puis sinon, il y a tout le reste des plus grosses entreprises, plus gros producteurs, ils veulent pas en entendre parler. C'est clé en main, on se fait une meeting une fois par mois, ils valident, puis après ça, ça roule un peu tout seul, puis on fait vraiment le 360, site Internet, réseaux sociaux, tout. Bien là, c'est sûr que ça, on parle de plus gros budget. Mais l'entre-deux est hyper faisable aussi. Fait que souvent, c'est comme selon le budget, ben on va adapter jusqu'où est-ce que nous, on s'implique, puis qu'est-ce qu'on s'attend de vous dans cette implication-là, au final. Donc, si j'ai un budget en bas de 5 000, je peux quand même considérer de venir 100%. voir une agence qui pourrait m'aider. Ben oui, vraiment. Puis, tu sais, c'est là aussi le terme agence que nous, on essaie de se dissocier un peu de ça parce qu'on entend beaucoup parler des grosses agences de marketing, mais eux, c'est beaucoup souvent des agences publicitaires aussi qui n'ont pas les mêmes enjeux, qui ont pas... Tu sais, nous, on travaille pas de la manière de ces agences-là. Là, nous, t'as mon numéro de cellulaire, on s'appelle, on se texte, on est proche. Si t'as un rush demain matin, il faut que je parle de quelque chose, ça vient d'arriver, ben go, on se met ensemble là-dessus, puis s'il faut qu'on y passe la nuit, on y passe la nuit, là, tu sais. On n'a pas cette espèce de distance plus corporative de processus, là. Ce qui fait que je pense que dans ce contexte-là, en bas, tu sais, t'as un budget plus petit, ben avec plaisir, puis on va donner tout ce qu'on peut à hauteur de ton budget, puis de choisir aussi avec toi ce 5 000 $-là ou en bas de 5 000 $, où est-ce que tu es mieux de le mettre pour avoir le maximum de retombées aussi. Là. C'est surtout ça aussi. Qui, justement, quand tu ne t'y connais pas, ça peut être pertinent d'aller rencontrer une équipe qui s'y connaît parce que ce petit budget-là, qui pour toi est énorme, tu sais, 5 000 pour une petite entreprise, c'est énorme. Mais vous allez pouvoir vraiment le maximiser, justement, ce 5 000-là, versus si moi, je m'y connais pas pantoute, ça se peut que je le dépense au mauvais endroit. Puis, tu sais, je donne toujours l'exemple du plombier. Là. Il y a, si tu veux pas payer un plombier puis tu patentes ta plomberie tout seul, les chances sont que ça va péter, que ça sera pas les bons tuyaux, que ça sera pas à bonne place, puis que finalement, tes réparations vont te coûter peut-être beaucoup plus que si tu avais juste fait affaire avec un plombier. Là, t'sais. Fait que juste de garder en tête que c'est une expertise, mais qu'on peut accompagner, on peut tout faire, on peut faire la moitié, on peut travailler ensemble. Il y a plein d'options super personnalisées au cas par cas, mais que tu es mieux quand même d'avoir... pour une expertise, ben, tu fais affaire avec des experts, puis tu n'essaies pas de... Ben, tu peux, mais ça risque de te coûter plus cher au final de l'apprendre sur le tas. En effet, c'est une belle alternative. Puis c'est ça, tu sais, des fois, on sous-estime le temps que ça prend. Puis aussi que tout le monde peut faire ça, mais
pas tout Mais le c'est monde ça, puis tu sais, les algorithmes changent, tout change, les règles changent, les lois, là, il y a la loi 25 là, pour les cookies en ligne, puis tu sais, il y a tellement d'affaires qui amènent du super, puis c'est super normal, puis tu as juste besoin de comme, OK, toi, dans ton contexte, avec ton budget, ben, tu fais A, B, C, nous, on va t'aider pour A, petit B, puis on va fonctionner comme ça, puis là, selon les retombées que tu as, ben, OK, l'année prochaine, ben là, j'ai plus 5 000, j'ai 7 000, ben, ça a super bien été là, la première année, ça m'a rapporté de quoi, puis j'ai confiance de mettre plus parce que je sais où je m'en vais, puis je sais que ça fonctionne au final. Là. Fait que, tu sais, on peut y aller graduellement aussi. Là, pas besoin de se dire, ben moi, c'est soit je fais pas marketing parce que j'ai pas 100 000 à mettre ou je mets 100 000 parce que c'est ça qu'il faut mettre en marketing. C'est une théorie que... C'est pas tout ou rien. Non, là, c'est ça, 0-0. Puis il y a tout le temps possibilité d'y aller graduellement aussi. Là. Mylène, est-ce que toi, t'as déjà fait affaire avec une agence ou t'as tout appris comme Safia le dit sur le tas, puis t'apprends quand il y a un nouvel algorithme qui change? J'ai tout appris par moi-même. Bravo! Ben oui. Mais encore là, tu sais, je pense que l'annonce est importante aussi avec la création de contenu parce que si Mylène venait me voir demain en tant qu'agence, me dire je veux devenir quelqu'un dans le domaine laitier, elle n'est pas à bonne place. Là. C'est elle qui, comme elle dit, c'est super personnel, elle communique là-dessus. Tu sais, je ne sais pas, moi, ce qui se passe dans ta tête, dans ton cœur, puisque tu as envie d'être. Là, je peux pas comme te dire quoi être en tant que toi-même. Là, mais en même temps, moi, j'ai pas de produits à vendre qui vont m'aider à faire vivre mon entreprise. Moi, j'ai déjà tout un système de mise en marché qui s'occupe de ça aussi. Il y en a qui dépendent vraiment de leur visibilité pour être capables de survivre de leur entreprise. Oui, c'est une nuance super importante aussi, là, c'est sûr. Là, quand le e-commerce, mettons, tu vends 100% en ligne ou 100% avec Facebook, ben, c'est sûr que c'est plus important de toucher juste plus vite, là, parce que sinon, c'est des ventes que tu perds aussi. Oui, en effet. Puis, ben, en terminant, ça serait quoi les conseils clés que vous donneriez à quelqu'un qui a une entreprise agricole puis qui aimerait se lancer dans les réseaux sociaux? Ben moi, je dirais planifier, s'entourer des bonnes personnes, puis être honnête avec le temps que tu as à mettre, la capacité que tu as à faire des vidéos ou d'aimer ça. Ou, tu sais, si tu veux te challenger et dire, moi, je veux me lancer là-dedans, parfait, mais mets-le à ton agenda parce que si tu n'aimes pas ça, là, tu le feras jamais. Fait que c'est vraiment ça, je pense. C'est juste le prendre au sérieux, comme dans une entreprise, tu dis, ben là, on va avoir un nouveau produit, un nouveau service, mais tu le planifies, tu regardes c'est quoi les retombées, puis tu te mets du temps pour l'amener à terme. Mais le marketing, c'est la même chose au final. Là. C'est un morceau d'une entreprise qui est super important à ne pas négliger, à ne pas mettre de côté, puis à travailler comme un projet en soi. Là. Un projet ou une job en soi. Ouais, aussi. Dépendamment de l'ampleur de tes réseaux sociaux, là, ça devient une job à temps plein. Puis c'est pour ça, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de s'entourer aussi des bonnes personnes pour être capable de soutenir cette job-là. Puis toi, Mylène, si quelqu'un veut se lancer plus personnel comme toi, ça serait quoi tes conseils? Je dirais soit réel, soit naturel. Puis comme ma bonne amie Jeanne, j'ai dit tantôt, là, aie du plaisir. Puis les gens vont le ressentir, puis les gens vont vouloir s'attacher à toi. Là. C'est très beau conseil. C'est cool. Ben, merci beaucoup, les filles. Ben, je pense que j'aime beaucoup le mot plaisir et l'organisation aussi. Je pense qu'il y a un beau juste milieu à trouver ensemble. Ben oui, puis je pense que si tu n'es pas organisé, tu n'auras plus de plaisir assez vite. Non, C'est vraiment honnêteté. C'est la première fois que je l'entends quand on parle de réseaux sociaux, puis je trouve que c'est vraiment sois honnête envers toi-même. Ça, je pense que je vais le retenir pour longtemps parce que, en toute transparence, j'haïs les réseaux sociaux. Puis je pense que j'ai jamais été honnête envers moi-même. C'est peut-être pour ça que ça me frappe autant, le mot honnête. Mais merci beaucoup, les filles, d'avoir été présentes. Merci C'était de vraiment un l'invitation. plaisir. Vraiment. Oui, merci.